Ok, on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. On va parler des opportunités du marché de la FinTech à Singapour. Je serai votre hôte, Yan Yan Ho, qui est directrice régionale de l'Economic Development Board de Singapour, vous parlera plus en détail du marché. Moi, je vais faire une petite présentation de la SCCS pour commencer et une très courte introduction sur le marché de la FinTech. Ce sera elle qui aura le beau rôle aujourd'hui. Et également, les autres personnes très importantes qui nous ont rejoints aujourd'hui sont Éric Barbier et Bertrand Billon, que je remercie très sincèrement et qui pourront donner un témoignage de leur expérience à Singapour, bien entendu, mais également de donner des informations qu'on ne pourrait pas avoir si on ne vit pas à Singapour, qu'on n'est pas dans le marché de la FinTech à Singapour. Donc, merci encore à eux d'être là. Et on va commencer tout de suite donc, avec l'introduction de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce à Singapour et la Team France Export. Donc, la Chambre de commerce a 40 ans, plus de 40 ans d'existence. C'est une plateforme qui permet de faire des affaires pour les entreprises. Avant, ça s'appelait la French Business Association. Et donc, la mission principale, c'est de faciliter l'implantation, d'accélérer le développement des entreprises, développer les relations entre la communauté d'affaires franco et française et singapourienne, et bien sûr d'encourager les relations économiques. Donc, vraiment, les services proposés par la Chambre sont des services d'affaires pour les entreprises, au service d'autres entreprises. L'ADN de la Chambre, c'est de connecter et de dynamiser la communauté d'affaires franco-singapourienne, comme je le disais. Euh, Comment la Chambre fait ça? Elle le fait au travers d'événements qui ont lieu toute l'année. Il y en a plus de 200, sachant qu'il n'y en a pas en juillet et en août. Ça fait quasiment un événement par jour. Aujourd'hui, alors il n'y a pas 650 membres, il y en a 700 et bientôt même plus de 700. Et bien sûr, une autre partie du travail qui est fourni par la Chambre de commerce, c'est des entreprises, des études de marché, des propositions de missions de prospection au travers d'une équipe qui s'appelle la Team France Export. Donc, la Team France Export, c'est une initiative conjointe entre le gouvernement français, les régions françaises, Business France, la Chambre de commerce et d'industrie, BPI France également. C'est une ambition donc commune, renforcer le développement international des entreprises françaises. L'an dernier, nous avions eu beaucoup de succès. En 2023 également, je n'ai pas encore mis les chiffres de 2023, mais ils sont aussi très très bons. Nous avions aidé l'an dernier 130 entreprises, fait 6 pavillons France et 6 délégations françaises. Nous avons plusieurs programmes d'accélération, comme le Smart Health Summit, un que je n'ai pas mis dans ces slides, mais qui s'appelle l'Asia Startup Summit, qui se passe en avril, normalement 2024 également, et qui a eu beaucoup de succès cette année. Sur la FinTech à Singapour, encore une fois, je vais y aller très rapidement. Comme vous devez vous en douter, Singapour, c'est un centre financier d'échelle internationale. Singapour est souvent comparé à la Suisse de l'Europe, tout simplement. C'est très neutre sur toute la zone. Et le secteur banque et assurance contribue à près de 16% du PIB national et ça augmente beaucoup chaque année. Il y a il y avait une progression de 3 points déjà en 2020. Aujourd'hui, il existe près de 200 institutions financières et 250 fonds d'investissement, donc 150 de capital risque. Ça emploie 200 000 personnes. Bref, c'est un énorme marché. Et il faut savoir également que Singapour s'est positionné comme la 4e région mondiale de la FinTech. Ça compte également le plus de startups. Il me semble qu'il y a 1400 startups FinTech. On vous en saura un peu plus lors de l'intervention de Yan Yan. Et il y a plus de 50 incubateurs, accélérateurs et hubs d'innovation, pas seulement juste à Singapour, mais dans la zone ASEAN. Donc, comme on dit, c'est un endroit qui attire énormément d'entrepreneurs, de start-upers et autres. Il y a 2 secteurs qui, depuis les dernières années, font un carton, qui sont les secteurs de l'intelligence artificielle et, bien entendu, de la blockchain. Les investissements en FinTech ont atteint un record à l'époque, en 2020, c'était 760 millions de dollars. Et en 2022, on était à 4,1 milliards d'investis.
quelque chose de très très bien à Singapour, notamment sur le marché de la blockchain, c'est que c'est un marché qui est devenu très régulé. Et je pense que Eric Barbier pourra nous en parler un peu plus tard de cette particularité du marché de la blockchain à Singapour. Donc les acteurs principaux, euh, l'écosystème singapourien, il est donc très connecté, innovant, très très régulé grâce à la MAS, donc la Monetary Authority of Singapore, qui joue le rôle de banque centrale et d'autorité de régulation financière de Singapour. Il y a également plusieurs acteurs privés ou bien publics, tels que la Singapore FinTech Association. J'en profite pour dire que nous aurons un pavillon en France sur le FinTech Festival. Je vais en dire un peu plus à ce propos juste après. Et nous serons à côté des différents pavillons de la FinTech Association. Donc l'événement que j'ai mentionné à l'instant, le Singapore FinTech Festival, a lieu tous les ans en novembre. Et c'est le plus grand événement autour des technologies financières au monde, avec 62 000 visiteurs. Je m'attends à beaucoup plus pour 2023, il est encore plus grand que celui de 2022. Toutes les personnes qui viennent sont des décideurs, des preneurs de décision et des investisseurs de plus de 130 pays. Et le FinTech Festival est considéré par la communauté FinTech comme la plus grande rencontre et échange dans le secteur. Donc très rapidement, la TFE là-dedans, la Team France Export, l'équipe dont je fais partie, on vous permet deux choses, des accompagnements individuels ou collectifs, individuels au travers d'études de marché, de tests des produits et services et de missions de prospection, et donc des accompagnements collectifs à travers des salons pavillon France, délégations également, ce qu'on appelle des Learning Expeditions. Voilà pour moi, je vais laisser la parole à Yan Yan, qui va vous en dire beaucoup plus que moi sur le marché de la FinTech à Singapour. Yan Yan, you can take over. Thank you, Bastian. Hi, everyone. Nice to meet you. I'm Yan Yan. I'm the Regional Director for the Singapore Economic Development Board and based in London. Apologize for not speaking in French today, but I'll do my best to answer any queries you might have. So let me share my screen. So today, my presentation will cover a brief overview of the fintech trends and landscape in Southeast Asia and Singapore, and we would like to highlight a few things of what Singapore could offer fintechs, especially in this very uncertain, kind of challenging climate that we're in right now. So very quickly, as we all know, fintech is growing rapidly still amidst headwinds. Thankfully, the growth is still quite strong in several different areas, be it payments or neo banking, or even crypto assets. So for us, we see that growth in Southeast Asia to be very strong, and that is because it is buttressed by several different fundamentals. First, there is a growing middle class in Southeast Asia. A lot of people are coming online, taking advantage of what digital services can offer them. And that has actually driven a lot of that growth due to COVID as well. The market is actually predicted to reach $1 trillion by 2030. And every year as Google, Temasek, and Bain, they publish this report, every year that estimate gets beaten. There are over 650 million people in Southeast Asia, and a lot of them are in the middle class. The rate of digitalization has been rapidly accelerating, especially over the last few years. So fintech, like I mentioned, is continuing to grow. And in Singapore, we see various types of verticals within fintechs. So to quickly break them down, the largest segment within fintech is payments at 31%, and that's followed by infrastructure, lending, RegTech, money management, and others. So a few trends that we've been seeing. So actually this report was published together with PwC just earlier this year. And we see that, of course, this year, the kind of discussions around AI has really taken hold. And the rise of artificial intelligence has really left a very lasting print across industries, fintech included. And that is why actually Bastian, he mentioned the Singapore FinTech Festival just now. And the theme actually for this year is applications of AI in financial services. I just wanted to also call out that Singapore has been investing
in fintech for not just the past couple of years, but for a very long time. And we've wanted to put in place several different types of programs and initiatives to try and help companies use AI in their various industries. And within fintech, of course, regulatory technology, cybersecurity, fraud detection, all of these are top use cases. So I wanted to call out one particular example of a program in Singapore, and it's called AI Trailblazers. So AI Trailblazers is a public-private initiative that accelerates the development and adoption of Gen AI solutions by Singapore-based organizations to create real-world impact. So basically, this is 2 generative AI innovation sandboxes that participants can tap on and build their own Gen AI solutions. And basically, the aim is to actually have 100 new Gen AI use cases in a 100-day period. So this was a collaboration between the Singapore government as well as industry players such as American Express, MasterCard, Property Guru, Tokopedia, and more. Sustainability, again, another trend that none of us can overlook in this day and age. And these are really 2 key driving forces shaping the future of financial services. So Singapore is already one of the leading fintech hubs in the world, and we want to push it one step further to be a hub for green fintech. So the MAS project Greenprint actually paints out what we need to do. And within that, there's plans to partner industry to develop digital utilities that facilitate the efficient flow of trusted ESG data to support financial institutions and businesses in mobilizing capital to sustainable projects. It also monitors commitments and measures impact. So one of the upcoming initiatives of this Greenprint is the Greenprint Marketplace, which connects green fintech and green technology providers to investors, financial institutions, as well as corporates. It will include a curated listing of solution providers, solution seekers, and investors. So do take look out for this Greenprint Marketplace when it's available this year. Next would be, I'm sure a lot of you who are in this space, you are very concerned about, how your data is being stored, how it's being protected, and your consumers and partners are as well. So top priority for C-suites really is to prevent cyber attacks and promote transparency. And within that, again, we've had put in place several different types of programs for the fintechs that operate in Singapore to actually tap into. And one, I mentioned AI just now, so I wanted to use another example of an AI-enabled program that can support fintech in this space. So as you think about adopting some of these AI solutions to help you to, build digital trust, there is a program called the AI Verify, and it's actually the world's first AI governance testing framework and toolkit. It enables industry members to demonstrate their deployment of responsible AI. It is a checklist of 12 international principles and guidelines, which basically verifies that your AI solutions are trustworthy and conforms to international standards. Next would be, I know a lot of you will also be thinking about regulations and what you can or cannot do within Singapore and Southeast Asia. So Singapore strives to adopt a regulatory mindset that is collaborative and forward-thinking, and at the same time protects consumers with these innovations. So one such manifestation of what how we approach regulation is APIX. It is a purpose-built platform to transform and simplify the collaboration journey between FIs as well as fintechs. It's a cross-border open architecture collaborative innovation platform with sandbox and API marketplace capabilities. It started in 2018 actually, and it was launched at the 2018 Singapore FinTech Festival. And even before that, it was started as kind of like, back of the napkin ideation between MAS and various international partners. And in 2018, this idea came to fruition.
and the MAS, IFC, ASEAN Bankers Association came together to establish this non-profit organization to foster innovation and collaboration between FIs and fintechs. So the launch of APIX was announced then, and since then they have worked with a lot of different fintechs, and they have done hackathons, industry collaborations, and now have a fairly thriving user base. Last but not least, we know that talent is critical to all organizations, and within the technology industry as well, there's a war on talent. I mean, there's this war where everyone is kind of like, looking for different talent, and for top tier talent as well. So Singapore would like to support companies in training young talent, but also converting mid-career talent into the tech industry. So the TESA, Tech Skills Accelerator, actually has several different programs that is also co-funded by the government to help industry do that. We also have Tech at SG, which basically provides a company level endorsement from the MOM to the company, where you can then have certainty of bringing in new talent into Singapore. We have also developed programs such as the financial sector, artificial intelligence and data analytics talent development program, and AI apprenticeship program. And these are to actually identify gaps, for where company require certain talents, and provide that pipeline for them. So I think this has helped Singapore to capture some new opportunities through various teams, and a lot of different established global leaders like SAP, Dyson, Infineon, Salesforce. They all have their various AI research teams in Singapore as well. So basically, I mentioned a few things, including like APIX, but there's a whole different range of different ecosystem programs that you can tap on in Singapore. And it's basically kind of mapped out here in different areas, from regulation to digital infrastructure to industry projects and international collaboration. So I mentioned APIX, and also the Greenprint project. The last thing I wanted to mention in this would be Project Ubin. So Project Ubin is another collaborative project with industry to explore the use of blockchain and distributed ledger technology in clearing and settlement of payments in securities. So the aim is to actually help the MAS and industry better understand new technologies and potential benefits of having simpler to use, more efficient alternatives to today's systems based on central bank issued digital tokens. And of course, I highly encourage all of you to join the Singapore FinTech Festival that is taking place in a couple of weeks, because this is the largest FinTech festival in all of Asia, and you will see a congregation of all of the different stakeholders that FinTechs would need to engage, coming together and having a lot of different conversations then. So back to kind of where we looked at regulation, because this is really one of the areas where a lot of fintechs come to us with questions around, and rightly so, because without that regulatory approval, it's not possible for you to scale your business in this part of the world. So I wanted to use one example to illustrate how we could work with industry. There are a lot of different facets to all of these various regulatory sandboxes and frameworks, and all of this information is actually available on the MAS website. Basically, MAS is our sister agency that looks after the financial services industry, and they engage a lot with fintechs as well, and a lot of the questions they get is around regulatory approval. So the example I wanted to use was Wise. So I'm sure all of you are familiar with Wise, a UK-based fintech, and they have been in Singapore for a few years, and the growth that they have had here has been fairly tremendous. So over the last couple of years, they added more than 200 people to their team. And when they first entered Singapore, they actually worked together, not just with MAS, but also the GovTech, which is essentially the developer of government software and solutions.
to actually integrate Wiser's KYC with the GovTech MyInfo. So MyInfo is a bit of a kind of like a citizen solution where all of our personal government health data is being housed in a single app, and it enables us to very quickly access the data that we need about, for example, like our pension, which is called the CPF here. It also lets us see various types of, applications that we have made to the government. So basically, this platform allows WISE to accelerate their KYC process tremendously. So it went down from like days to literally a few seconds, because the integration happens. They immediately know who we are as Singaporeans, and can offer the right products to us from the WISE platform. Lastly, we've also actually helped a lot of startups at different stages. So we have different startup programs around, helping startups raise funds, getting equity, getting loans. Our sister agency, Enterprise Singapore, has the startup SG programs, and they basically can support startups from a variety of ways. So I would like to end off my presentation with a quick case study again around, the regulatory sandboxes, because I think some of you with innovative solutions might want to start testing some of these in Singapore and Southeast Asia. So basically, the FinTech Regulatory Sandbox framework enables FIs and FinTech players to experiment with innovative financial products or services in a live but safe environment. And depending on the experiment and the outcomes, the NAS will provide appropriate regulatory support by relaxing specific legal and regulatory requirements prescribed by the MAS. And of course, the sandbox entity will have to be then subject to certain rules and policies of the sandbox. So the last example would then be Bond Evalue. So it's a Singapore-based fintech. It was founded by international banking veterans in 2016, and they basically is the world's first and largest fractional bond exchange. The company offers the ability for people to buy bonds in smaller denominations through transparent and distributed ledger technology. It basically helps people to invest in one of the world's safest asset classes, right? Global bonds. So when electronic bond trading was incipient in 2016, there was no existing frameworks for Bond Evalue to work within. So the MAS Sandbox Express option actually allowed them to test the scalability of their solution. And after that, they managed to scale it to the real world. And even during the Sandbox Express stint, actually, Bond Value was able to connect with major financial institutions such as UOB Kay Hian, and some of their current global custodians, Citi, as well as Northern Trust. So that's all from me. I hope this was useful in giving you a little bit of insight into what Singapore could offer fintechs, and I'll be happy to take any questions. Thank you. Thank you very much, Yan. Let me share my screen again. On va passer maintenant aux questions avec Éric Barbier de chez AAA, qui est le CEO et le fondateur de AAA, pardon. En fait, j'ai peut-être pas besoin de partager cette slide. C'est mieux si on voit nos caméras plutôt. Donc, merci Eric d'être venu aujourd'hui. Je vais vous poser 3 petites questions rapidement et on passera ensuite à un Q&A avec Bertrand, puis un Q&A. Pourriez-vous nous en dire plus sur vous et nous expliquer pourquoi avoir choisi Singapour pour AAA? Alors moi, je suis un entrepreneur depuis toujours. Ça fait 20 ans que je suis à Singapour. C'est ma 3e start-up que je commence à Singapour. Donc déjà, Singapour, c'est extrêmement facile pour démarrer un business. Tout marche, toute la partie logistique marche très bien.
et en particulier sur la fintech, on a la chance d'avoir, en particulier sur les aspects de paiement, d'avoir une loi qui s'appelle le Payment Service Act, qui est en place depuis 2020, donc qui est vraiment l'état de l'art. On, à peu près de la même qualité, si ce n'est meilleur que PSD2 en Europe, si on fait la comparaison. Donc on a un environnement réglementaire qui est complet, avec un grand avantage par rapport à à la France et à l'Europe en général, c'est que la Banque centrale, donc l'MAS dont on a beaucoup parlé, est à la fois le régulateur, la Banque centrale, et a pour mission de promouvoir la finance au sein de Singapour. Donc on a un régulateur qui n'est pas que régulateur pur, mais qui est aussi là pour faciliter l'ensemble de l'industrie financière à Singapour. D'accord, c'est très clair. En effet, l'argumentation ici est très très bien faite. Donc, comment percevez-vous l'évolution du marché de la fintech donc jusqu'à la fin de la décennie? Parce qu'on parle très souvent d'agenda 2030 donc au niveau mondial et à Singapour donc en particulier. Aujourd'hui, hein, si on regarde dans l'environnement tech en général, et si on regarde toutes les levées de fonds, elles se sont, je crois que c'est plus de 60% des montants levés l'ont été par des sociétés de fintech. Euh, Ça reste beaucoup il y a eu beaucoup de paiements, mais c'est encore pas fini. Il y a encore beaucoup d'innovations qui se passent dans le paiement. Il y a eu beaucoup, surtout ailleurs en Asie du Sud-Est, beaucoup sur du person-to-person lending, où il y a eu pas mal de succès, avec désormais l'apparition de très grandes sociétés qui opèrent sur la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est. Je pense à Grab, je pense à des gens comme GoTo, euh, la fusion entre Gojek et Tokopedia, où on a maintenant des groupes euh, euh, fintech qui sont surtout toute l'Asie du Sud-Est. Donc on peut estimer, vu la croissance de la population et vu l'évolution des besoins sur les pays aux alentours, que la fintech va avoir encore une énorme croissance dans les années qui viennent. D'accord, merci. En fait, on est allé très vite, donc je vais vous poser une troisième question. Ce serait plus par rapport à votre entreprise. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur AAA, justement, et les défis que vous avez dû relever pour arriver où vous en êtes aujourd'hui? D'ailleurs, Ouais, j'en profite pour vous féliciter de la levée de fonds que vous avez obtenue récemment. Bravo à vous. merci. Donc ouais, triple A, donc c'est une société que j'ai montée en 2019 et qui est une institution de paiement qui utilise la crypto comme moyen de paiement. Donc en gros, on aide les entreprises à se faire payer en crypto ou à payer un fournisseur en crypto, et en particulier en utilisant les stablecoins du type USDT, USDC, mais sans qu'ils aient besoin de toucher à la crypto. On a été une des premières sociétés à avoir une licence qui s'appelle le Digital Payment Token, donc donc on est cet établissement de paiement, et une des activités pour laquelle on a un agrément, c'est la crypto qu'ils appellent Digital Payment Token. Euh, et donc voilà, et donc donc c'est un business model complètement B2B qui permet à une entreprise de payer, d'être payée auprès des 400 millions de personnes à travers le monde qui ont des cryptos, sans avoir de risque de volatilité, sans avoir de risque de custody, ni de conformité.
Voilà D'accord. en quelques mots. Merci beaucoup. On va passer à Bertrand. La dernière question que j'aurai pour vous, elle sera pour vous deux de toute façon. Donc pareil, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous d'abord, puis nous expliquer pourquoi vous avez choisi donc, Singapour pour ILEX, Alex. Il faut voilà, très bien. Merci pour l'invitation. Donc juste en quelques mots pour me présenter, donc Bertrand Billon, je suis le fondateur d'Ilex. J'ai commencé ma carrière dans les marchés de capitaux, à la Société Générale, et très vite lancé une première société en 2013 dans le monde du conseil pour commencer, en commençant à Paris et puis en m'exportant à Singapour très rapidement du fait du potentiel du marché asiatique. J'ai lancé Ilex il y a de cela maintenant 4 ans, 2019, pareil qu'Eric, euh, sur le principe qu'en fait, il y avait un besoin de digitalisation du marché de la dette privée. Donc, quand on parle de la dette privée, c'est vraiment tout ce qui est emprunt syndiqué pour le financement de grands projets, de grands corporates, donc des prêts en général de plus de 100 millions de dollars. Et on a décidé de se lancer à Singapour alors pour des raisons assez pragmatiques. C'est là où j'habitais pour commencer, avec une qualité de vie extraordinaire. Alors, faut quand même le dire, hein, c'est important dans la vie d'entrepreneur, mais ça fait pas bien sûr tout. Ensuite, il y a vraiment à Singapour, comme l'a dit Eric, un terrain fertile avec un écosystème très développé de partenariats avec le gouvernement et les autorités de régulation. Nous-mêmes, à Ilex, avons été supportés, soutenus dès le début par la MAS en étant agréé Financial FSTI, donc qui est un programme pour développer de nouveaux marchés de capitaux à Singapour. Donc ça nous a permis de nous lancer et c'était vraiment appréciable, mais pas uniquement d'un point de vue, je dirais, financier, mais aussi des introductions, la facilitation en fait de rencontres avec les banques et autres institutions financières. Donc ça, c'est un élément, clairement, hein, le soutien et le terreau fertile. La deuxième chose que j'ai trouvée en Asie, c'est que nous travaillons dans les marchés de capitaux avec les grandes banques, hein, ce sont nos clients, les asset managers. Et j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus réceptifs à l'innovation, beaucoup plus ouverts à nous rencontrer, peut-être du fait d'une offre moindre, il faut être aussi assez honnête par rapport à l'Europe ou aux États-Unis. Et donc, c'est assez intéressant quand vous voulez faire un proof of concept, de pouvoir avoir des clients réceptifs et qui vous ouvrent la porte très rapidement. Donc ça, c'était un deuxième point important. Le dernier point que je voudrais le mentionner sur pourquoi Singapour, c'est juste un gateway sur l'Asie qui est incroyable, avec un hub aéroportuaire Changi qui vous permet d'être n'importe où en Asie en 4 heures. Et nous, étant dans un marché global de la dette et régional pour l'Asie, nous avons des clients en Australie, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Chine, à Hong Kong. Donc, il est important de pouvoir se déplacer rapidement et c'est très intéressant. Donc, voilà un peu ce qui nous a poussé à nous enraciner et à créer notre headquarters à Singapour. Et on en est très satisfait aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, même question également, vous, comment vous percevez l'évolution du marché de la FinTech sur la fin de la décennie et au niveau mondial, et à Singapour en particulier? Je dirais que juste nous, on s'est lancé pendant le Covid. Donc, c'était pas forcément à première vue, on pourrait penser que ce n'était pas forcément un avantage, et ça l'est en fait, puisque on est dans la digitalisation, work from home, la capacité, même dans les marchés de capitaux, à travailler à distance. Donc, ça nous a permis de développer. Mais quand même, c'était une période macroéconomique qui n'était pas si facile que ça, même si c'était une période où on pouvait lever des capitaux de manière assez aisée, je dirais. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent, même très différent. Les levées de fonds sont plus difficiles. Je pense que c'est un retour à une situation assez saine, finalement, de revenir aux fondamentaux sur qu'est-ce qui fait un bon business case, quel est le chemin à la profitabilité d'une fintech, même dans early stage. Et je pense que c'est bien pour que chacun puisse réfléchir à ses process commerciaux, son développement de produits, et pas être omnibilé par des levées de fonds successives, ce qu'on appelle un peu le rat race, qui, à mon sens, avait perdu un peu de sens.
Donc ça, c'est juste sur les fondamentaux, je dirais, de la levée de fonds. Sur les tendances, Eric en a donné et Yann aussi en a donné certaines qui, bien sûr, poursuivent. À titre personnel, je dirais que je pense que le numéro un sur la région, c'est Sustainable Finance. Parce qu'il y a une population non bancarisée qui reste un vivier en fait, de croissance très important pour des solutions soit de paiement cross-border ou soit de bancarisation. Donc ça, c'est, je dirais, au niveau B2C. Sur le B2B, il est clair qu'aujourd'hui, nous, dans notre marché de financement structuré, on voit une évolution très claire sur le sustainable financing, donc sur le maritime, donc les bateaux, le financement de bateaux, le financement d'infrastructures, de data centers, de parcs éoliens, de parcs solaires. Donc, il y a vraiment là quelque chose qui est en train de se passer et qui nécessite des capitaux très importants. Donc, je dirais que c'est numéro un pour moi. Numéro 2 reste le paiement. Même s'il y a eu beaucoup d'investissements, je pense qu'il reste beaucoup de place pour pouvoir améliorer les processus de paiement et surtout l'expérience utilisateur à la fin des fins. Hein. Moi-même, récemment, j'ai dû faire quelques paiements internationaux B2B et c'était assez compliqué. Et on reste sur des prix assez élevés aussi. Donc, il y a encore beaucoup à faire sur le paiement. Troisièmement, et on ne peut pas le cacher, clairement, l'intelligence artificielle, même s'il y a encore toujours un peu de buzz autour de ce que c'est réellement, mais il y a un potentiel important. Nous, on le voit aujourd'hui sur des choses assez simples. Dans les marchés de capitaux, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de data, beaucoup d'informations. Et en fait, il faut pouvoir faire de la recherche sur ces informations. C'est comme un Google Engine, mais appliqué à la finance. Donc, on travaille beaucoup sur ces thématiques de recherche, de search engine, et aussi d'assistance, donc plus dans le cadre de la generative AI, pour pouvoir poser des questions assez simples. Où est-ce que j'ai rangé ça sur mon deal? Qui est-ce qui est venu dans le dernier round de mon deal? Donc, pour pouvoir aider en fait au quotidien les utilisateurs dans les outils de productivité. Donc, voilà un peu je dirais mes trois paris. J'ai plus de réserves sur Néobank du fait je me demande réellement ce que ça apporte de nouveau. Je pense que ça tire les prix vers le bas. Ce qui est bien, c'est une saine compétition. Mais en termes d'innovation pure, je ne pense pas qu'il y a eu de l'innovation réelle. C'est plutôt un phénomène générationnel donc, sur les néobanques. Et sur le blockchain, je pense qu'il y a un potentiel, mais qui, dans le monde des marchés de capitaux, n'est pas encore aujourd'hui clair. Par contre, je pense que tout ce qui est digital asset au sens tokens, démocratisation de l'accès au marché de capitaux et aux produits financiers grâce à ce qu'on appelle small clips, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. On a parlé de bond value tout à l'heure. Il y a des sociétés comme ADDX à Singapour qui ont fait aussi des choses très intéressantes dans le domaine et d'autres. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur moi, mes perspectives pour Singapour et pour le marché de la fintech. D'accord, c'est très informatif. Merci beaucoup. J'ai une dernière question donc, pour vous deux qui êtes entrepreneurs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à avoir cette étincelle créative qui permet de faire des bijoux comme vos entreprises. Et donc, il faut répondre l'un après l'autre. Peut-être Bertrand d'abord, vu qu'on continue sur votre lancée. Quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs en herbe qui ont de bonnes idées justement pour l'industrie de la fintech? La première, c'est de tenter sa chance. Parce que si on ne tente pas sa chance, il n'y a pas beaucoup de chances de succès. Et souvent, j'entends des personnes me dire ah, j'aimerais bien être entrepreneur, j'aimerais bien me lancer, mais elles ne se lancent pas. Donc, il faut tenter sa chance, premièrement. Je pense ensuite qu'il faut être très terre à terre. De créer une société, c'est compliqué. Il ne faut pas croire que c'est facile. Mais si on est obsédé par l'exécution et la qualité de ce qu'on apporte aux clients, ça fonctionne tout le temps. Mais il faut vraiment avoir ce focus sur l'exécution et vraiment d'avoir en tête une big picture, un dream big en gros, mais il faut au quotidien être dans l'exécution et le delivery. Je pense que c'est très important. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur d'essayer.
de subir des échecs. Et on dit toujours, dream big, mais plan for the worst. En gros, il faut être préparé à ce que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Donc, si vous êtes dans un état d'esprit en permanence en contrôle, comme beaucoup de personnes peuvent l'être, ça peut être compliqué d'être entrepreneur. Il faut accepter qu'il y ait des certitudes, mais il faut savoir naviguer dans cette incertitude. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. C'est un grand plaisir. C'est un roller coaster émotionnel. Tous les jours, il apporte quelque chose de nouveau, soit positif, soit négatif. Mais à la fin des fins, c'est une très, comment dire en anglais, fulfilling. On a le sens qu'on crée quelque chose, on crée des équipes, on crée un momentum autour euh, de- d'innovation. Voilà un petit peu ce que je voudrais dire. Personne qui voudrait se Merci lancer. beaucoup. Bah, Eric? ouais, tout ce que dit Bertrand est tout à fait juste. Moi, je rajouterais une chose, c'est le plus tôt possible aller voir des clients, essayer de vendre. Surtout pas attendre d'avoir un produit parfait. Je pense que ça, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire quand on débute. Il faut se confronter le plus rapidement possible à ses marchés, parce que c'est à ce moment-là qu'on va savoir si on résout un vrai problème ou pas. Euh, donc, pour moi, ce serait c'est le plus gros conseil. Euh, L'autre conseil pour les gens qui ont déjà démarré, euh, c'est de regarder, surtout quand on est en Europe, c'est de regarder un peu plus vers l'Asie. Je sais que quand on est en Europe, euh, on regarde beaucoup vers les États-Unis, mais voilà, en général, on va se retrouver avec une énorme concurrence sur un gros marché, c'est vrai. Alors que ce qui est intéressant en Asie, c'est qu'on a un très gros marché. Il est fragmenté, c'est vrai, mais quand on est européen, on sait ce que c'est que de gérer la fragmentation entre les différents pays, parce qu'on ne vend pas pareil à un Allemand qu'on vend à un Espagnol. Et, euh, et voilà, et en Asie, enfin en Asie du Sud-Est en particulier, les différences culturelles sont pas aussi élevées que ce qu'on connaît en Europe. Donc, ouais, regardez un peu plus vers l'Est. Si je D'accord. peux me permettre Merci. juste de Merci rajouter beaucoup. Oui. un dernier point qui me paraît important, parce que c'est vrai que ça a été, nous, un point important de notre succès, c'est de bien s'entourer. Il y a beaucoup de personnes dans leur cinquantaine qui quittent les industries, alors l'industrie financière dans notre cas, mais ça peut être d'autres industries adjacentes, et qui ont une richesse d'expérience importante et qui sont prêts à aider, en fait, qui sont prêts à faire part de leur expérience, et c'est extrêmement valable pour se lancer. Nous, on a été suivi par Didier Vallée, qui était l'ancien numéro 2 de la Société Générale, par des personnes chez Bain, euh, par des personnes chez HS Market. Donc, c'est vraiment un plus. Ok, merci beaucoup. On va passer, il nous reste tout juste un quart d'heure pour le Q&A. Je vais vous poser une première question. J'invite toutes les personnes qui nous regardent à poser leurs questions également dans le chat ou dans le tab Q&A. Ma première question, c'est donc très fintech, juste, enfin, pas forcément fintech, mais quelque chose dont on parle de plus en plus et dont un projet a été lancé l'an dernier justement au Singapour FinTech Festival, qui s'appelait le projet Orchid. J'aimerais bien avoir vos opinions sur les monnaies digitales de banque centrale, de CBDCs. So Yan, you can answer afterwards. I'll let Eric and Bertrand answer first. I have a question of what they think about CBDCs, so central bank digital currency, and maybe you'll be able to tell us more about what is going on for Singapore about this. Donc, allez-y, Eric. Ouais, bah nous, on a fait partie du projet Orchid l'an dernier. Donc, on faisait la transformation. Donc, le projet Orchid, c'est d'offrir un stablecoin que vous pouvez utiliser pour un usage unique. Donc, l'idée, c'est de faire un peu l'équivalent des food stamps aux États-Unis, des vouchers qui sont utilisables que dans un seul endroit. L'idée, c'est de pouvoir offrir, donner de l'aide
de donner 100 $ à quelqu'un, mais qui pourrait dépenser que dans de l'alimentaire et pas dans l'alcool, par exemple. Et donc nous, on a facilité l'échange entre le stablecoin et le marchand, qui était un marchand GrabPay. Donc on faisait l'interface entre la blockchain et Grab. Plus généralement, en fait, MAS était un des pionniers avec tous les projets Ubin dont Yann a un peu parlé, d'exploration des CBDC. MAS a dit qu'il ne ferait pas de CBDC. MAS a dit qu'il ne ferait pas de CBDC euh, retail. Mais néanmoins, sur des choses comme le projet Orchid, là, ce qu'ils appellent Purpose Bound Money, qui répondent à un vrai problème, on devrait voir, et il y aura encore des annonces dans quelques semaines au prochain SFF. Ok. Et pour vous, Bertrand, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je suis moins spécialiste des paiements, mais on avait participé au projet Ubin parce que dans le monde des syndicated loans, donc ce qu'on fait, juste pour vous donner un ordre d'idée, en Asie, hein, la taille moyenne d'un loan syndiqué, c'est 500 millions de dollars. Et aujourd'hui, le risque le plus important dans notre marché, c'est le risque de settlement, de paiement. Pourquoi? La tuyauterie ne fonctionne pas du fait des réseaux interbancaires, donc là entre banques, hein, et entre banques. Et donc, ça fait du sens que les régulateurs puissent proposer des infrastructures de marché autour de ces CBDC. C'est moins la devise en elle-même, là, pour nous, qui est importante, c'est plus le fait qu'elle puisse, enfin, qu'on fasse du DVP, donc Delivery versus Payment, et qu'on puisse réduire les délais de paiement aujourd'hui qui sont environ 30 jours sur ce type de produits financiers. C'est dingue, hein, c'est juste Ouais. on sait qu'une action, c'est D+2, D+1, D+2, obligation D+3. Un loan, aujourd'hui, corporate, c'est D+30. Donc voilà, il y a du potentiel et on suit ça. Okay. So what can you tell us about CBDCs, Yan? Right. So, regarding this topic, actually, earlier this year, the MAS proposed certain standards for digital money. So this is kind of like a few years worth of work where they first started looking into this space even earlier, maybe like 2020, 2021, where they assessed the risk, the impact on the retail investors, and they at that point in time I think they realized that they needed to look more into it, and because they recognized the possibility of what retail CBDCs may offer innovative solutions in the future. So they actually looked further into that, and earlier this year they worked with the IMF, Bank Italia, Bank of Korea, fintech firms, and they came out with this standards framework where they covers the technical specifications, outlining the PBM life cycle. They also introduced the business and operating models of how certain arrangements could be programmed. So I would highly encourage everyone to take a look at what the MAS has actually come up with for these standards. So I'm just gonna drop the link here for you to take a look. Ok, merci. Thank you very much. J'en profite justement pour dire, si vous regardez dans le chat, vous avez énormément de liens qui ont été envoyés par Ziline. Merci beaucoup. Également, il y avait quelqu'un qui demandait un peu plus tôt si nous pouvons partager les liens donc, vers les programmes. C'est cela. Donc, je vous encourage vraiment à les enregistrer. Nous, on vous enverra également, on mettra en ligne la VOD de ce webinaire et également, bien sûr, la présentation. Donc, vous pourrez la regarder sans aucun problème. On a une question du chat qui est de Steve Benoît
et qui nous demande why Singapore versus Dubai. I'll let you answer first, Yanyan, maybe. Yeah, sure. So this is a question we get a lot of times. Both jurisdictions have, their pros and cons. I think I think for different companies, they have different considerations depending on where they are at right now in terms of their plans. So we always say that for Singapore, it's never for Singapore, it's always for Southeast Asia. And I think I explained in my presentation just now, there is a very large market. I would caveat that, Southeast Asia is not an easy place to do business because of the diversity of the markets, different languages, different cultures, different regulations. But I think that's where, companies who can crack that will benefit, right? And they can actually capture a lot of that market because if the barrier to entry is higher, then your returns will be higher too if you are able to crack it. So I think Dubai and Singapore is positioned very differently. Singapore is really for Asia and for Southeast Asia. And we have had a lot of, I think the networks that we have built over time, not just within the fintech space, but, international agreements, whichever industry you're in, you will be able to benefit from the network that we have built. I mean, just taking an example would be like our logistics systems, right? I mean, we have FTAs with over like 25 countries. So it's that kind of, I guess, the work that we have put in over a very long period of time in a very interconnected world. We hope that would help the companies that operate in Singapore be a global company and be able to tap on various programs, various initiatives, not just within Singapore, but in the region and in the world as well. Happy to provide some context also on this one. If you're in a regulated industry, I would strongly advise to start with Singapore rather than the UAE. UAE, you have 4 regulators, the central bank, Abu Dhabi, ADGM, another one in Dubai. There's a 4th one for crypto, VARA in Dubai. So, and even those regulators are, and the key regulator is the central bank, and which is issuing very little licenses. So if you're in a regulated space, it's going to be very difficult to get the right license in the UAE. Ok, donc c'était ça la réponse à votre question, Steve Benoît. C'est il y a beaucoup plus de facilité donc justement à Singapour dans le cadre des régulations. Et pour vous, Bertrand, qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est assez simple, c'est où sont vos clients. Donc, il n'y a pas de lieu magique pour s'installer, c'est où sont vos clients. Nous, nos clients, ils sont à Singapour, à Hong Kong, à Sydney, à Tokyo, beaucoup moins à Dubaï. Si vous êtes en banque privée, peut-être, il y a des secteurs, peut-être, mais il faut faire votre analyse de clients. Nous, sur le marché de la dette privée, les États-Unis, c'est environ 3 000 milliards de dollars par an. L'Europe, 2 000 milliards. Et l'Asie, 1 000 milliards de marché. Donc, c'est un marché significatif, compliqué, attention, mais significatif avec une population de forte croissance, des pays émergents, des pays développés. Donc, c'est un playground très intéressant. Beaucoup de cas d'usage. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment photo. Donc justement, en fait, ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. Peut-être que pour nous, en tout cas, c'était clair que nos clients sont au plus proche du client. Donc sa question en fait était par rapport aux fintech qui ont des clients qui sont globaux justement. Donc, pas forcément dans la région où ils sont, mais s'il y a des clients qui sont globaux. Nous, nos clients sont si je prends quelques noms, BNP, TBS, MUFG, CBA, donc c'est toutes les grandes banques internationales. Donc elles sont présentes partout dans le monde. Nous, notre stratégie de déploiement, c'était de commencer en Asie, ensuite, maintenant, on fait l'Europe. Et quand on sera mature, assez mature pour s'attaquer au marché américain, on verra ensuite. Qui est un marché, comme le disait Eric, très compétitif, avec ses règles,
euh, et avec une culture du business différente. Donc, l'Asie a ce côté aussi où la culture européenne, traditionnellement, fonctionne bien. Regardez, il y a pas mal de boîtes européennes qui marchent bien, que ce soit dans l'industrie, dans les services financiers, parce qu'il y a un fit. Euh, je dirais que cet aspect culturel, il ne faut pas l'oublier, même si c'est un mosaïque de pays, de modes de culture, mais généralement, les Français notamment s'en tirent plutôt pas trop mal. C'est- Merci beaucoup. On est juste 2 minutes avant la fin qui était impartie. Je vais juste partager une dernière slide. Voilà. Donc, je voudrais me remercier tous les participants. C'était très enrichissant pour moi également. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci Benjamin Camps qui a dit Thanks for your presentation, really interesting and enriching. Vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche et au numéro de téléphone également si vous voulez qu'on discute un peu plus de la Team France Export et de ce qu'on peut faire. Merci énormément à Éric Barbier et à Bertrand Billon d'avoir accepté de participer et de partager leurs connaissances qui étaient très importantes et très riches. And thank you very much, Yan Yan, for your presentation on the Singaporean market for fintechs. It was great. I hope to see you at the FinTech Festival. Et n'hésitez pas, tout le monde, bien entendu, par rapport à ce FinTech Festival, on a un pavillon France, on sera au Hall 5. On aura la Banque de France qui sera là, la BPI France avec une délégation et quelques autres entreprises. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera plaisir.